Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Roland Pérez. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Olivia. Bonjour Roland. On parle aujourd'hui avec les experts européens de la beauté solidaire. Savez-vous ce que c'est ? Coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, masseuses, ces femmes et ces hommes ont décidé de donner un sens à leur profession. Et l'on parle alors justement de la beauté solidaire. On va voir qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, ces infirmières de beauté, à prodiguer des soins esthétiques gratuits dans des services hospitaliers de cancérologie, traumatologie, dermatologie. Le but ? Redonner une identité aux malades, les aider à retrouver confiance dans leur apparence. On verra que ces soins de beauté ne s'arrêtent pas aux hôpitaux, ils pénètrent également les prisons. Nous sommes allés à la maison d'arrêt de Strasbourg où Stéphanie Griguer a rencontré esthéticiennes et coiffeuses qui donnent de leur temps aux détenus pour soigner leur apparence. Nous parlerons également avec le directeur justement de cette prison de Strasbourg qui a installé un véritable salon de beauté. Nous donnerons évidemment la parole aux détenus qui bénéficient de ces instants de beauté. La beauté solidaire, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Qui est concerné ? Où peut-on s'adresser ? On vous dit tout avec les experts Europe 1. Les experts Europe 1. Roland Pérez. Alors pour parler beauté solidaire, nous avons invité celle qui est à l'initiative de ce sujet, et je l'en remercie, Laurence Dorlac. Bonjour Roland. Qui est journaliste beauté, dont vous connaissez forcément, chers auditeurs, le visage, puisqu'elle officie dans les émissions Télématin et c'est au programme de France 2. Je suis ravi de l'accueillir. Merci beaucoup. À vos côtés, Lucia Irachi, qui est fondatrice de l'association Joséphine pour la beauté des femmes. Bonjour Lucia. Bonjour. Alors Lucia, vous avez été coiffeuse de studio pendant 25 ans, c'est ce que j'ai lu dans votre petite biographie. Vous avez travaillé pour les plus grands noms de la mode. Et vous continuez d'ailleurs à le faire. Vous avez toujours un salon très luxueux dans le 6e arrondissement. Mais vous avez, depuis quelques années, choisi de coiffer également les femmes en situation de précarité. Et vous avez créé, comme je le disais tout à l'heure, l'association Joséphine pour la beauté des femmes. Pourquoi cet engagement ? Pourquoi cet engagement ? Parce que je pense qu'on est sur Terre pour quelque chose et non pas seulement pour son propre plaisir et sa propre réussite. Et c'était pour moi une évidence. Alors, vous avez un salon dit de beauté solidaire, le salon Joséphine à Paris, qui est situé dans le 18e arrondissement, où l'on peut recevoir des soins qui ne sont pas gratuits, que l'on paie. Quel est le prix de ces soins ? J'ai voulu instaurer un prix symbolique parce que moi, j'aimerais vraiment pas qu'on me fasse l'aumône, donc je n'ai pas envie de le faire aux autres. Et quand on paye ces 3 € pour avoir aussi bien la coupe, le maquillage et la couleur, vous voyez, c'est les 3 soins que l'on peut avoir dans votre salon. Bien sûr. On reste cliente et on reste digne et on garde cette appartenance à la société. On n'est pas pris pour celle qu'on a pu envie de regarder. J'aime cette dignité et je veux la leur laisser. Alors je disais que vous aviez donc un salon à Paris, vous allez bientôt ouvrir un salon à Tours dans quelques semaines. J'espère que vous ne comptez pas là vous arrêter, que vous allez continuer à ouvrir d'autres salons en France. Par ailleurs, je disais, vous continuez à exercer votre activité de coiffeuse pour des clientes qui vous rétribuent à un coût, on va dire, tout à fait normal. Comment vous partagez votre temps ? Alors, du mardi au samedi, je suis dans mon salon 9 heures par jour. Entre deux coupes, je suis au téléphone et sur les mails pour diriger mes salons et les travaux à Tours. Le matin, avant de me rendre au salon, je travaille pour l'association. Le soir, le dimanche, le lundi, mon jour de repos, je travaille pour l'association. Vous voyez, tous les interstices sont pris. Et vous êtes heureuse ? Ravie. Ravie. J'avais une question pour Lucia. Comment est-ce que vous partagez votre esprit ? Mon esprit, il est comme tous les esprits du monde, il est volatile, donc il se dirige là où l'aimant l'attire et il est partout. Mais dans quel état on est quand on quitte le salon du 18e arrondissement ? On a pu croiser des femmes en logique de détresse quand même, pour beaucoup. Et puis qu'on se dirige vers le 6e arrondissement où là, on va retrouver un petit peu plus de frivolité quelque part. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, pas du tout, c'est pas comme ça. Je quitte le salon du 18e avec parfois des larmes dans mes yeux que je cache et des grands sourires parce que j'adore ces femmes. J'arrive vers mon salon luxueux, comme vous l'appelez si bien, pour retrouver ces femmes que j'aime tout autant, pour la même raison, parce que ce sont des êtres humains, parce que tout le monde est pareil, parce que
Je sais pas comment vous l'expliquer. Il y a de la beauté partout. Je ne fais pas de différence. Elles sont pas Voilà. plus futiles, vos clientes des quartiers huppés de Paris? Eh bien, à vous de se voir, quitte à vous de se voir, pas du tout, parce que ce sont elles qui m'ont encouragée à monter ce salon. Mais elle est là la magie, hein. Elle est là la magie du phénomène de la beauté. C'est que finalement, c'est complètement universel, que cette fonction que peuvent avoir tous ces petits gestes, se remaquiller, se recoiffer, changer de couleur, etc. Parce qu'on retrouve on travaille son image, voire on la retrouve, et ça, c'est vraiment universel. Alors Quelque chose justement, qu'on peut Laurence, je voulais savoir, les coiffeuses et les esthéticiennes bénévoles qui travaillent dans ce contexte, est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui en France? Nombreuses, pas encore assez, c'est jamais assez, puisque malheureusement, quand on s'intéresse à ces initiatives, on découvre que la demande est de plus en plus forte. Donc nombreuses, pas encore assez, mais du moins, ce qui va être important maintenant, c'est qu'elles sont de plus en plus intéressées, aguerries, elles y viennent de moins en moins par hasard. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vraie envie de vouloir aider l'autre, de vouloir aller dans ce sens de l'aide si particulière. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça a glissé de sens, hein. On a commencé avec la maladie au départ pour cette logique d'aide. C'est ce que je disais pour les hôpitaux tout à l'heure. Oui. Ensuite, vous avez raison, c'est la prison qui est vraiment étonnante. Et puis maintenant, ça glisse vers les demandeuses d'emploi, les gens qui sont en situation de détresse. Et puis ça va concerner aussi les gens âgés. Et oui, ce 3e, voire 4e âge, qui se fait de plus en plus nombreux, hein, eu égard au fait qu'on vieillit tous en meilleure santé, en quelque sorte, ou du moins on vieillit tous. Et là aussi, il y a des socio-esthéticiennes et des soins de beauté qui sont intéressants. Lucia, parvenez-vous à trouver des subventions justement pour monter ces salons? Parce que évidemment, ça coûte beaucoup d'argent, ça ne vous en rapporte quasiment pas. Comment faites-vous? Non, ça ne nous en rapporte pas du tout. Et heureusement d'ailleurs. On trouve des subventions, pas suffisamment, parce que par exemple, ce salon de Tours va ouvrir avec beaucoup de nuits blanches de ma part, parce que je n'ai pas les moyens, mais je vais y arriver. Donc, si vous voulez, bien sûr qu'il y a c'est des entreprises privées qui nous aident, mais bien sûr que c'est pas suffisant. Alors, moi, je pense que si chaque personne, l'autre jour, je pensais à ça, si chaque individu donnait 1 €, il y aurait plein de salons sociaux. Ça serait tellement facile. Un appel est lancé, Lucia. Vous avez lancé l'appel sur Europe 1. Laurence, aujourd'hui, lorsqu'on choisit un rouge à lèvres, une crème hydratante ou un savon, on soutient quelquefois, sans le savoir peut-être, l'action des marques de cosmétiques qui sont engagées dans des histoires de vie et d'amour. Oui, c'est vrai que ça, c'est un prolongement qui est peut-être un petit peu plus récent maintenant, qui commence à s'installer. Peut-être que c'était un prétexte marketing au départ, il faut le reconnaître, pour certaines marques, et c'est en train de devenir de plus en plus une vraie lame de fond. Alors, vous voulez des exemples? Alors, moi, je vous propose de marquer une petite pause et on va justement égrener tous les exemples et toutes ces grandes marques qui aujourd'hui s'investissent dans la lutte de grandes causes. Les experts Europe 1. La beauté solidaire, qu'est-ce que c'est? Les experts Europe 1 vous expliquent tout aujourd'hui. Soins esthétiques, coiffure, la beauté peut être accessible pour toutes. Alors qu'en pensez-vous? Nous attendons vos témoignages et vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. On parle aujourd'hui de beauté solidaire avec les experts Europe 1. Nous sommes avec Laurence Dorlac, journaliste beauté sur France 2, et Lucia Irecci, qui est présidente et fondatrice de l'association Joséphine, salon de coiffure de beauté pour femmes. Salon de coiffure de beauté solidaire pour femmes. Laurence, juste avant la courte pause, on évoquait justement les grandes marques aujourd'hui qui s'engagent dans de grandes causes et qui reversent en considération d'un achat de l'un de leurs produits de cosmétiques, qui s'engagent à verser une somme, ce qui peut aller soit la totalité du prix, soit une petite partie. Au bol, une petite partie. Quelles sont ces marques justement? Mais ça veut dire que nous, donc, au travers de notre achat, on peut relever de cette aide. Alors, ça peut aller de l'Occitane, voilà, très jolie marque française du sud de la France, qui va aller, elle, jusqu'à nous permettre d'aider au Burkina Faso. Clarins, aussi belle marque française, qui peut aider le monde de l'enfance, avec cette fameuse eau dynamisante aussi, ouais. Qui aide les femmes dynamisantes. Vous avez Clinique et le groupe Estée Lauder, alors là, qui sont fait énormément connaître, d'abord aux États-Unis, maintenant, pour quelque chose qui est un peu plus lointain, mais qui relève aussi de l'aide, c'est la recherche pour le cancer du sein. Alors là, c'est un coffret de rouge à lèvres, j'ai vu. Dior, qui va lancer, ça c'est un petit bébé scoop, hein, à la rentrée, une logique de don au travers d'un rouge à lèvres qu'on pourra acheter. Il y aura une certaine couleur qui va pouvoir aider à l'éducation des filles. Vous avez Yves Rocher qui contribue, alors là c'est encore autre chose, ça foisonne un petit peu dans les initiatives, qui va aider à lutter contre la déforestation. Quand vous achetez un produit, ça permet de replanter un arbre. Et puis La Roche-Posay qui aide Gynécologie sans frontières. Donc vous voyez, c'est assez disparate, mais au travers de cet acte qui serait par exemple d'aller aussi chez le coiffeur
coiffeur. Il y a votre salon où on peut aider. Sur le site de Joséphine, on peut donner 1 euro, 2 euros, 3 euros. Directement. Ça, c'est très cash. Ouais. Et puis, vous avez les salons qui sont labellisés coiffeurs de l'espoir. Regardez bien quand vous poussez la porte. Ce sont des salons où vous, cliente classique, j'allais dire, vous allez venir. Mais par ailleurs, ce coiffeur-là, il a décidé de recevoir des femmes qui vont en mairie, qui vont auprès d'associations retirer un ticket qui, une fois qu'elles ont montré leur dossier... Comme un ticket restaurant. Voilà, comme un ticket restaurant. Il faut montrer l'état de ses revenus, etc. Vous aussi, je crois, dans le salon Lucia Racci, Oui, vous demandez... Vous demandez qu'on oui, justifie... bien sûr, sinon ça devient un salon pas cher. Ben, voilà. Alors, on est là pour aider ces femmes, quand vous savez qu'il y a quand même 3 mois Vous d'attente. demandez quoi, votre déclaration d'impôt, la déclaration d'impôt? Non, elles en ont pas. Ça c'est drôle. Vous On demandez quoi? demande les revenus, on demande le justificatif de revenus. Très souvent, c'est le RSA. Et puis quand vous avez Et puis, RSA, voilà. le domicile aussi, bien sûr. Et nous, ça nous permet, bien sûr, ça n'est pas divulgué, mais ça nous permet aussi de les diriger vers des associations qui vont les prendre en charge pour d'autres trouver aspects, un toit d'accord. sur la tête, etc., etc. Alors, il y a aussi des hommes, mais il faut bien le dire aussi, beaucoup de femmes qui s'engagent. Et on va le voir à travers le reportage de Stéphanie Gricker qui a rencontré Mireille, qui est conseillère en beauté et qui intervient depuis 2 ans bénévolement pour prodiguer des soins esthétiques aux détenus. Elle s'exprime, vous allez l'entendre, sur sa vocation et son plaisir d'aider. Moi, je m'appelle Mireille Schillinger, donc je suis de Strasbourg. J'étais consultante beauté et je suis une amie de longue date de Yannick Kremer qui m'a dit qu'il intervenait ici avec la Croix-Rouge et je lui dis mais moi ça me plairait beaucoup. Il me dit ah bon, tu es sérieuse? C'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour les femmes en prison. Et c'est vrai que de venir ici, je viens donc une journée, un mercredi par mois, pour faire des soins. Bien évidemment, ce sont des soins tout à fait basiques, mais c'est plus pour apporter un moment de détente, de bien-être. Et j'interviens bénévolement parce que moi, je pense que dans la vie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est quelqu'un qui a dit ça il y a 2000 ans. Je pense que j'apporte beaucoup, mais je peux vous assurer que moi aussi, ça m'apporte beaucoup. Quand j'ai passé une journée ici, malgré la fatigue, parce que je vois entre 10 et 12 détenus selon les jours et les moments, parce qu'il y a des moments où je prolonge, quand je sens qu'elles ont besoin de se confier, de parler, donc j'essaye de prolonger. La pause du masque est un peu plus longue. Mais c'est surtout pour qu'elles puissent se confier, parler et d'avoir des petites paroles d'encouragement et leur donner de l'espoir. Elles ont besoin de beaucoup d'espoir. Alors justement, intervenir en prison, Lucia, pour dispenser des soins de beauté, c'est pour le moins inattendu, non? Non, c'est pas inattendu. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je le fais pas de cette façon. J'accueille les femmes qui sortent de prison. Parce que quand elles sortent de prison, vous ne le savez plus qu'elles étaient en prison. Elles vous la croisez et c'est une femme comme les autres, alors qu'elle vit l'enfer. Et là, je les accueille les bras ouverts. Mais quand vous dites vous les accueillez, elles ont une information selon laquelle votre salon existe Oui, je ne sais pas comment elles se débrouillent, mais elles arrivent chez nous. Je ne sais pas comment elles se débrouillent, mais elles arrivent. Mais nous faisons aussi l'effort d'aller voir des associations, d'aller parler à qui de droit pour nous les envoyer. Alors justement, Lucia, dans votre salon, ceux et celles qui travaillent avec vous, ce sont également des bénévoles dans ce salon, par exemple, du 18e arrondissement. Ils ne sont pas payés, ils donnent du temps pour coiffer, pour maquiller. Un salon social ne peut pas marcher qu'avec des bénévoles, malheureusement, parce qu'il faut quand même des piliers de fonds qui sont là. C'est pour ça que ça coûte cher, un salon social. Il fonctionne comme un salon lambda, comme un salon de coiffure. Donc il y a 3 salaires. C'est beaucoup. Et puis, tous ces pétales autour qui sont nos bénévoles. Lorsque ces personnes dites défavorisées, dites en situation de précarité, des fois même en situation d'exclusion, poussent la porte de votre salon, que vous disent-elles ? Oh, pas grand-chose. Elles ont juste un peu la rage. Je sens qu'il y a de la violence dans leurs yeux parce que moi, je serais pareil qu'elles. Et puis, on les reçoit, on parle avec elles. Et que nous disent-elles à la fin ? Les larmes qui coulent en silence, merci. Elles vous racontent leur parcours ? J'ai comme philosophie de ne rien demander, parce que si l'on demande, elles se confient à l'assistante sociale. Moi, je suis au courant, mais personne d'autre. Parce que si on connaît leur vie, on est en empathie et on ne donne pas à quelqu'un toute son énergie avec beaucoup de sincérité. Mais quand vous êtes avec une tête dans vos mains, des cheveux, un visage, un corps, bien sûr qu'on finit par parler. Et on écoute.
Et justement, à la fin d'une journée, quand vous avez beaucoup donné également de vous, qu'est-ce que vous ressentez, Lucia ? Alors, moi, je ressens énormément d'énergie. Elles me donnent beaucoup, elles m'apprennent beaucoup. Elles m'apprennent l'humilité, elles m'apprennent à me souvenir toujours qu'on est sur Terre et on est tous égaux devant l'injustice ou devant parfois la justice. Mais surtout, on est un peu vidé. On est un peu vidé parce qu'on doit énormément donner, on doit énormément recevoir. Vous savez, de recevoir, c'est très fatigant. C'est gratifiant aussi. Et c'est très fatigant. C'est très fatigant. Allez, une petite pause et on revient avec notre sujet abordé par les experts européens, la beauté solidaire. Peut-être que vous venez d'ailleurs de nous rejoindre et vous ne savez pas ce que c'est. Restez avec nous, ça va forcément vous intéresser et peut-être vous concerner. Les experts européens. La beauté solidaire, cela concerne toutes les femmes fragilisées par la vie, n'ayant pas les moyens de se payer des soins ou une séance chez le coiffeur, ou encore des grandes marques qui reversent des fonds aux associations pour les femmes en difficulté. Nous attendons vos impressions ou vos questions au 39 21, 34 centimes d'euros par minute sur europe1.fr. Nous sommes avec Laurence Dorlac, journaliste beauté de France 2, bien connue des émissions Télématin et C'est au programme, et Lucia Irachi, fondatrice de l'association Joséphine pour la beauté des femmes, et nous parlons ensemble beauté solidaire, en d'autres termes soins de beauté pour celles et ceux qui sont dans le besoin, dispensés par des bénévoles à l'hôpital, en prison, voire même comme c'est le cas pour vous, Lucia, dans votre propre salon de coiffure dans le 18e arrondissement. On peut d'ailleurs donner l'adresse, Lucia ? Oui, bien sûr, 28 rue de la Charbonnière. À Barbès, à la Goutte d'Or. J'ai vu, Laurence, que des mannequins s'engageaient également auprès des marques dans leur programme de beauté solidaire. Et j'ai vu que notamment Lily Cole, qui est le top sculptural au visage lunaire, qui s'est engagée, elle, auprès de la marque Body Shop, dont on parlait tout à l'heure. Ça vous choque ? Non, ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça très bien. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne touche pas un copec et elle accepte de prêter son nom, son image. Ouais, de prêter son nom, son image. Voilà. À la rentrée, vous allez voir une jolie chanteuse française qui va s'engager avec les coiffeurs contre le sida. Et qui donne complètement gratuitement, je peux vous assurer, le shooting est en cours. Elle présente une émission dédiée à la chanson de télé-réalité très connue. Voilà. Mais je ne vous dis pas encore qui c'est, j'ai pas encore le droit de le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire, mais moi j'ai le droit de le dire, c'est Jennifer, j'imagine. Voilà, qui sera absolument magnifique sur les photos. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait cette dynamique-là. Ceci étant, parfois peut-être qu'au départ, quand on se lance dans la solidarité, c'est peut-être pour une mauvaise raison. C'est l'idée de se dédouaner un peu de sa vie bien dans le cocon, bien organisée, bien riche, entre guillemets. Et au fur et à mesure qu'on rencontre toutes ces femmes qui sont devenues bénévoles, etc., on voit à quel point il y a un retour boomerang. Donc vous qui êtes là, qui nous écoutez, les 3W, les associations Joséphine, je reprends, Coiffeur de l'Espoir, Maison d'arrêt d'Elzo, intéressez-vous, discutez avec Yves Crémer, grosse réussite économique voilà, en Alsace, et qui le premier aussi à embrayer avec la Croix-Rouge. Un grand coiffeur, oui. Ah oui, non mais et là, en discutant avec ces gens, ça permet de s'interroger soi et de se dire tiens donc, et si j'y allais ? Alors, moi, quand j'ai préparé cette émission, je me disais que pour ces femmes en difficulté, et qui sont souvent victimes de violences, qui sont dans une spirale dont elles ne parviennent pas parfois à sortir, prendre soin d'elles et se faire belle n'est absolument pas une priorité. Non, ça n'est pas une priorité parce que c'est quelque chose que la société leur met un peu dans la tête. On se sent coupable. Déjà, on est coupable quand une femme. Alors, vous imaginez, quand ça va pas, il faut trouver un toit, nourrir ses enfants, essayer de s'habiller à peu près correctement, etc. Donc, retrouver du temps pour soi, on n'en a pas envie, surtout, et surtout, on se sent coupable. Parce que comment prendre 5 minutes pour soi alors qu'on doit trouver toutes ces autres choses ? Or, comment trouver toutes ces autres choses qui sont vitales si on ne s'estime pas ? C'est le serpent qui se mord la queue. Donc, je trouve qu'il faut arrêter d'être hypocrite parce que vous, quand vous vous levez le matin, et moi, on se prépare pour affronter la réalité de la vie. Autrement, personne ne nous regarde et personne ne nous fait travailler. Laurence, et c'est pareil. Vous me faites penser à une jeune femme que j'ai rencontrée en Haute-Provence, qui a créé une toute jeune association qui s'appelle Beauté du Cœur, beautéducoeur.com, et qui va voir des coiffeuses et des esthéticiennes dans des villages et qui leur propose pendant une journée de faire des soins pour d'autres femmes qui sont dans une sorte de détresse, toujours sous conditions de ressources, etc., pour 1,50 €, 2 €, 3 €. Cette femme-là, qui va très bien maintenant, qui a eu une période dans sa vie vraiment terrible. Elle a eu 5 années pendant laquelle elle n'avait vraiment, comme on dit, plus un rond. Et elle a des enfants. Et elle me disait...
je faisais tout. Je ne mangeais pas à l'heure du déjeuner parce qu'il fallait nourrir mes filles le soir. Et j'essayais pour aller les emmener à l'école ou les chercher à l'école d'être le plus présentable possible. Et il y a eu un jour où j'avais plus assez de produits, voilà, il fallait que je fasse, et je trouvais pas d'endroit où je pouvais aller pour 3 fois rien, quand même essayer de. D'où la création de cette association. D'où la création de cette association. Donc ça aussi, c'est une dynamique qui sert un petit peu le cœur. Et voilà, c'est une autre approche. C'est une autre approche. Ouais. Alors, je vous propose de rejoindre Stéphanie Griguer, qui se trouve dans le salon de beauté de la prison. On y retrouve justement Yannick Kremer, dont vous parliez tout à l'heure, Laurence, et qui est un coiffeur renommé, qui a des salons partout dans le monde et qui donne de son temps et de ses compétences au profit des détenus. Monsieur Kremer, c'est magnifique ce lieu. Vous l'avez aménagé comme dans vos salons ? Alors c'est un espace mixte qui doit à la fois répondre aux besoins de la coiffure et aux besoins esthétiques. On voulait mettre des couleurs très chaudes, très chaleureuses, avec un lustre, avec des lumières variables et bien sûr donc un lit où on fait les massages, où on fait les soins et bien sûr un bac à shampoing pour aussi la relaxation. Un peu de musique, un peu de thé, tout ce qui va avec un salon de coiffure et un salon de détente. Je pense qu'on a tous à un moment donné une envie de faire du bénévolat, sauf qu'on ne sait pas où et comment. Et c'est un peu l'occasion qui nous manque. Et c'est vrai que quand M. Perregaux m'avait demandé il y a maintenant 5 ans de faire ça, je dis oui, mais ça va peut-être être difficile parce qu'il faut quand même trouver les personnes qui vont venir régulièrement. Et c'est vrai que j'ai eu une grande surprise quand j'ai fait appel à l'ensemble de mes collaborateurs du groupe que je dirige. Tout de suite, il y a une douzaine de bénévoles qui se sont présentés, qui ont dit ok, voilà, moi je veux bien venir une fois, 2 fois par an. Et puis il y en a comme Mireille qui vient maintenant régulièrement tous les mois depuis 2 ans. Alors Charlotte, vous êtes en train de vous faire masser le cuir chevelu par Thierry, un grand coiffeur. C'est chouette, c'est bien. Oui, c'est très bien. Vous venez souvent ici au salon ? Oui, dès qu'il y a la possibilité, je viens. Ça fait longtemps que vous êtes ici à l'Elzo ? 2 mois. Et c'était une surprise de voir ce salon ou vous saviez déjà qu'il existait ? Je savais déjà, vu que c'est pas ma première incarcération. Vous n'êtes pas revenu pour le salon quand même ? Non. Vous avez des visites ? Oui, j'ai des visites. Et ça fait, on leur dit ce qui se passe ici et tout. Même eux, ils sont impressionnés qu'il y a un coiffeur qui vient, une esthéticienne. C'est un moment de détente. On pense plus vraiment à l'extérieur quand on est ici. Et vous pensez que ça peut vraiment aider justement à plus refaire de bêtises après ou... Pourquoi pas, parce que ça peut nous ouvrir une porte pour un métier à nous plus tard. Vu que moi, j'ai pas encore un projet professionnel vraiment... et ça m'intéresse, l'esthétique par exemple. L'autre fois, j'en ai fait et ça m'a beaucoup intéressé. Ça aide, ça donne des idées. C'est vraiment un témoignage tout à fait étonnant. Alors, Yannick Kremer a évoqué le nom d'une personne qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure en interview, Armand Perregaux. Qui est Armand Perregaux, justement, Laurence ? Laurence ? Personnage, grand bonhomme, cheveux blancs, patron de la Croix-Rouge en Alsace. Et je peux vous dire qu'en Alsace, taper Croix-Rouge Alsace, ça bouge. Hein. Parce qu'il a compris qu'il fallait secouer un petit peu le cocotier. Et c'est lui qui a l'initiative de ce salon de beauté dans cette maison d'arrêt. De Yannick Kremer. Lui aussi, on l'a dit, belle réussite dans la coiffure en Alsace. Je crois que l'Alsace est assez dynamique économiquement. Et voilà. Et c'est lui qui essaye de respecter finalement la philosophie de ce monsieur qui a créé la Croix-Rouge, qui s'appelle Henri Dunant. Et l'idée, c'est pas simplement d'être dans le misérabilisme. L'idée, elle est de porter l'espoir, elle est de relancer, de reguider, de donner de son temps, des vêtements, de la coiffure, des soins, etc. Mais pour relancer la personne. Et Armand Perregaux, il se bouge, je peux vous dire. Alors, on poursuit avec les experts européens notre quête de beauté solidaire et dans quelques instants, on donnera justement la parole à la fois au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, Alain Raymond, et également à Armand Perregaux, président de la Croix-Rouge Alsace-Lorraine, qui a impulsé l'initiative des salons de beauté en prison. Les experts européens. La beauté solidaire, c'est le sujet des experts européens aujourd'hui jusqu'à 15h30 pour que toutes les femmes se sentent belles, quelle que soit leur situation. Vous pouvez poser vos questions ou réagir aussi par courriel sur europe1.fr. Alors avec les experts européens, on a vu ce qu'était la beauté solidaire, on commence à marcher, à qui elle s'adressait. On va voir maintenant pourquoi elle est si nécessaire et nous rejoindrons tout à l'heure Stéphanie Griguer qui a tendu son micro, notamment à Armand Perregaux qui est président de la Croix-Rouge Alsace-Lorraine, qui est précisément à l'origine de la mise en place de ce salon de beauté à la maison d'arrêt de Strasbourg, et également à Alain Raymond qui est le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg et qui va nous expliquer pourquoi il a accepté justement cette initiative. Laurence, comment aujourd'hui ceux qui nous écoutent et qui auraient
des compétences justement en matière de beauté peuvent aider? Il y a des associations qu'ils peuvent rejoindre? Bien sûr, pour pouvoir, pourquoi pas pousser la porte, et puis proposer un petit peu de leur savoir-faire, même si, attention, on n'est plus comme dans les grandes années de l'humanitaire où on se pointe comme ça et puis on va aider. Il y a un petit peu de formation, je vois Lucia qui opine de la tête, mais c'est plus trop ça. De rigueur, voilà. de rigueur. Finalement, tout ça demande un peu de rigueur et puis il faut être certain, et ce qu'on ne sait pas forcément au départ, qu'on va pouvoir digérer les choses. Le retour chez soi après avoir vu ou entendu des choses qui sont parfois un petit peu lourdes. Alors, il y a une initiative sur Internet qui existe depuis quelques années maintenant qui s'appelle jeveuxaider.com. Alors là, vous avez du temps, vous avez des sous, vous avez parfois même des objets, des choses à donner. Vous pouvez être patron d'une entreprise et puis avoir, je me souviens d'un exemple, c'était des kilos de pommes de terre et puis les donner à une cantine pour faire des frites pour les enfants. Bon, ça, on s'éloigne un petit peu du sujet. Jeveuxaider.com aussi, pourquoi pas. Pour la beauté, ça peut aider. Et puis, évidemment, on le redira encore aujourd'hui, le site du Salon Joséphine, où on peut aider en donnant un petit peu de sous et pourquoi pas du temps. Et on aura tout à l'heure Mario de Torres Magdano qui dirige le CODES, justement. Ce sont des cours d'esthétique privés à option humanitaire et sociale. Il nous expliquera exactement comment fonctionne son école. Alors, je vous propose de rejoindre Stéphanie Griguer, qui a interviewé justement Alain Raymond, qui est le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg et qui nous explique d'ailleurs pourquoi il a accepté cette initiative. Monsieur Raymond, vous êtes directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg. Cette initiative a vu le jour il y a combien de temps ? Alors pour ce qui est du salon d'esthétique et de coiffure, l'activité s'est mise en place en novembre 2010 et la coiffure existait déjà. Et ça a rencontré tout de suite un succès qui ne s'est pas démenti depuis. Qu'est-ce que ça apporte aux détenus ? Il faut comprendre que à l'arrivée en prison, il y a ce qu'on appelle le choc carcéral. C'est-à-dire que tout vous tombe sur la tête, on est un peu perdu, et puis il y a une contrainte énorme qu'on subit d'un coup. Et ce que l'on constate très souvent, c'est que ce choc carcéral provoque par la suite, très vite, une sorte de repli narcissique qui se traduit, on le voit très bien chez les hommes majeurs, par le développement d'activités comme la musculation, qui est l'activité physique la plus pratiquée chez les hommes. Alors chez les femmes, ça se traduit de façon différente, mais par un besoin de donner une image de soi positive, physiquement. Et une activité comme le salon d'esthétique correspond à ce besoin de se redonner une image positive. Qu'est-ce qu'elles peuvent pratiquer ici dans cette maison d'arrêt comme autre activité sportive ou autre ? Alors il y a des activités sportives organisées par des professeurs de l'éducation nationale 2 ou 3 fois par semaine. Et puis d'autres activités plus ponctuelles comme ça peut être de la cuisine, des activités diverses socio-éducatives, ce qu'on appelle socio-éducatives, donc ça peut être du théâtre, c'est très 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 varié. Et on a également une autre activité régulière de médiation animale, donc ça consiste à s'occuper d'entretenir des petits animaux qui sont dans un autre local du quartier famille. Justement, Laurence Dorlac, vous nous parliez de cette initiative qu'avait eu également Alain Raymond. La médiation animale, c'est étonnant comme terme, c'est-à-dire que dans l'ancien lieu, pour l'anecdote, où il y avait le premier salon de coiffure, Carmen Perregaux, Yves Crémer, tout ça ont créé, Alain Raymond, lui, a décidé de mettre de mémoire, il y a des hamsters, des lapins. Et en fait, chaque détenu qui le veut va devenir responsable d'un animal. Et en devenant responsable, s'occuper de sa litière, s'occuper de sa nourriture, eh bien, on réapprend quelque part certains gestes, on réapprend une certaine hygiène de vie, si j'allais dire, une manière de s'enrégimenter un petit peu pour respecter l'animal, quoi. C'est tout simplement la confiance qu'on leur fait. Peut-être aussi. Et justement, Lucia, les personnes que vous aidez, à qui vous prodiguez ces soins de beauté, est-ce qu'elles reviennent régulièrement au salon? Est-ce qu'elles vous tiennent informées de leur situation, pour celles qui ont retrouvé par exemple un emploi ou même l'amour? Et surtout l'amour. Alors, oui, parce que ça n'est pas une fois. On les suit jusqu'à réinsertion. Et comme vous le dites aussi bien, soit elles se réinsèrent par le travail, soit par l'amour. Et nous les suivons jusqu'à ce qu'elles, et après réinsertion, encore 2 mois, jusqu'à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Elles nous font savoir, en effet, nous pouvons dire maintenant, 1 an et demi après sa création, Joséphine a 20% de réussite. Et c'est pas suffisant, mais nous pouvons le dire. Voilà. 20% de réussite donc de femmes que vous ne revoyez jamais, en quelque sorte. Mais qui nous donnent des nouvelles, oui, voilà, qu'on ne revoit plus. Mais le message est donné, je donne le message, j'espère que tout ira bien à partir de là. Mais si par hasard vous rencontrez encore un petit caillou qui va vous faire trébucher, la porte vous est ouverte. Nous serons là.
Alors, on va, je disais tout à l'heure, Stéphanie Griguer a tendu également son micro à Armand Perregaux, dont on parle depuis le début de cette émission, qui est le président de la Croix-Rouge à Alsace-Lorraine et qui est précisément à l'origine de la mise en place de ce fameux salon de beauté à la maison d'arrêt de Strasbourg, où depuis quasiment déjà depuis 1 heure, Stéphanie Griguer est en immersion. Armand Perregaux, vous êtes président de la Croix-Rouge Alsace-Lorraine. Comment avez-vous eu l'idée de cette initiative ? Tout simplement, je crois que c'est vraiment l'action profonde, la mission profonde de la Croix-Rouge d'apporter un peu de bien-être aux personnes ici dans les maisons d'arrêt, dans les prisons. Et c'est pour cette raison-là qu'à un moment donné, il y a quelques années, nous avons ce menu ici et nous voulions aider naturellement la direction et aider naturellement tous ces détenus, hommes et femmes, pour leur dignité, parce qu'une prison doit être un lieu de réinsertion. Et ça, absolument, il fallait qu'on passe ce message en pratique. Et nous avons donc mis ceci en œuvre depuis quelques années ici à la maison d'arrêt de Strasbourg. Vous me disiez que vous aviez eu une ouverture de la part de la direction, ce qui n'est pas le cas justement dans beaucoup de prisons. Ce n'est pas le cas partout, effectivement, et nous avons déjà une fois fait une tentation ici il y a une dizaine d'années. Ce n'est pas possible parce qu'il faut vraiment que la direction soit très ouverte. Et nous avons cette chance depuis quelques années qu'ici, à l'Elzo, à la maison d'arrêt de Strasbourg, la direction est très ouverte, très consciente de ce rôle de réinsertion que doit être une prison. Et nous a ouvert les portes, nous facilite toutes nos actions. Et c'est vraiment un bonheur de travailler avec cette direction. Voilà, c'est sans lui peut-être que rien ne se serait fait dans cette fameuse prison des femmes et des hommes, parce que c'est un centre femmes et hommes de détention à Strasbourg. Alors, on va marquer une courte pause et on va se retrouver avec une autre association, l'association IGIA, et nous aurons au téléphone Sophie Cardous, fondatrice de cette association. Les experts Europe 1. La beauté solidaire, on en parle. Elle permet d'offrir des soins esthétiques, coiffure, massage pour que toutes les femmes puissent prendre du temps pour elles et quelle que soit leur situation financière. Nous attendons vos questions ou vos témoignages par courriel sur europe1.fr. On parle beauté du cœur aujourd'hui avec les experts européens. On vous a expliqué ce qu'était la beauté du cœur, avec notamment la mise en place d'un certain nombre d'associations. Il y en a une avec laquelle nous voulions absolument parler. C'est l'association IGIA et nous sommes au téléphone avec Sophie Cardous, fondatrice de cette association. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondatrice de cet institut de beauté solidaire qui propose justement des soins à tarification étudiée. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Nous avons créé avec Karima Oraba un institut de beauté solidaire qui est placé à Marseille, dans les quartiers nord, donc la zone dite sensible de Marseille. Il est destiné à un public femme, notamment, fragilisé. Donc, une tarification étudiée, pourquoi ? Parce que nous sommes bien dans l'économie sociale et solidaire. Une double tarification. Les personnes qui peuvent justifier d'une situation sociale particulière vont adhérer à 3 € à l'année et ensuite vont participer financièrement aux soins qu'elles reçoivent, soit en esthétique, soit en coiffure, mais payent une participation. Elles ne payent pas la totalité du soin. D'accord. Donc en fait, d'abord on paye une adhésion annuelle, c'est ce que vous disiez, ça c'est véritablement pour participer à l'effort de l'association, donc 3 €. Et ensuite, pour avoir accès à des soins de beauté, on bénéficie en fonction de sa situation personnelle, sa situation sociale, à une tarification étudiée, une tarification qui est appliquée en fonction de sa situation en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un commerce. Nous sommes reconnus d'intérêt général, donc il faut que la personne quand même adhère à cette dynamique associative que met en place l'association IGIA, qui est un lieu de rencontre entre femmes, qui est un espace d'information ressources, un espace d'orientation vers le réseau d'aide et de soutien qui est très important à Marseille. C'est un espace aussi de médiation santé, on mène des campagnes santé, santé femmes, santé des enfants, etc. Donc si vous voulez, la participation, l'adhésion annuelle permet de s'inscrire dans cette dynamique, d'accepter la charte du mieux vivre ensemble et finalement d'accéder ensuite à des soins qui sont des soins de beauté, esthétique ou coiffure. Ce ne sont que des femmes qui peuvent bénéficier de ces soins ? Non, les hommes sont les bienvenus. La seule difficulté, c'est que les hommes sont peut-être beaucoup plus loin de cette démarche beauté, esthétique, soins, etc. Notamment dans le public fragilisé, même si de plus en plus les hommes vont vers l'esthétique. Mais dans ce domaine un peu particulier d'un public fragilisé, cela représente à peu près 5% les hommes. Et les hommes, très souvent, sont ramenés par leurs femmes. Sophie Cardous, quel type de soins peut-on recevoir ? Alors, il y a différents types de soins. Il y a ce qu'on appelle le soin socio-esthétique en coiffure ou en esthétique. C'est-à-dire quand on vient aussi pour trouver un réconfort psycho-affectif. Et pour ça, nous sommes formés.
Nous sommes éducatrices pour la santé, nous sommes conseillères conjugales et familiales, nous sommes psychologues, nous sommes des esthéticiennes et des coiffeuses formées à l'écoute auprès du planning familial, par exemple, etc. Donc c'est d'abord joindre un geste technique à une écoute, à un geste dit social. Ça va être de l'écoute, des réconforts psycho-affectifs, trouver des solutions, identifier des problématiques avec les personnes que l'on reçoit et les accompagner à résoudre ces problématiques dans le domaine social, médical, etc. En fait, ce serait un prétexte un petit peu, enfin, ces soins seraient éventuellement un prétexte pour déceler des pathologies, des affections psychologiques peut-être plus lourdes, d'exclusion même, et vous en profitez à ce moment-là pour dégainer et aider peut-être plus profondément ces personnes ? Tout à fait. Le soin esthétique n'est pour nous qu'un prétexte. Nous sommes d'abord des accompagnateurs de sociaux, on va dire. Nous recherchons à remobiliser les personnes, à valoriser leur estime de soi, à retrouver une place valorisée au sein de leur famille, au sein de leur milieu social, de tisser du lien social entre elles, de recréer des réseaux de ces femmes très souvent qui sont détachées du lien social. La précarité fait qu'à un moment donné, on est loin du lien social. Donc le soin esthétique est un prétexte pour que ces femmes se retrouvent entre elles. On apprend à mieux vivre ensemble, on apprend à se remobiliser, on apprend à s'autonomiser, à s'occuper de soi rapidement, à moindre coût. On ne vend pas de produits cosmétiques, on est là plus pour autonomiser les personnes. Elles retrouvent du goût à s'occuper d'elles-mêmes, retrouver du plaisir le matin à s'occuper d'elles, à s'occuper de leur famille, de leurs époux, etc., etc. Vous êtes où? Rappelez-nous exactement votre adresse pour ceux qui nous écoutent. Alors, nous sommes à Malpasset, pour ceux qui connaissent Marseille. Nous sommes dans le quartier du Merlan, pas très loin de Carrefour le Merlan, pas très loin du quartier des Cèdres. Et voilà, vous serez les bienvenus à tout moment. Il doit faire très chaud aujourd'hui, ce 16 août, chez vous. Il fait très, très, très chaud. D'ailleurs, on a fermé l'Institut à 15h parce que ça devenait insupportable. Merci beaucoup, Sophie Cardous. C'est vraiment dans cette logique, Laurence, que ces associations interviennent. Plus peut-être pour aider plus profondément que juste donner un coup de peigne ou un nettoyage de peau. Vous l'avez bien pointé, c'est que là, on a une facette de la beauté solidaire un petit peu nouvelle et différente. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 2012. C'est cette dynamique qui veut qu'on travaille le socio plus que l'esthétique, même si l'esthétique est tout à fait bon, de bonne loi, et il est tout à fait fait. Ça s'éloigne un petit peu de la démarche plus instinctive, j'oserais dire, de Lucia Iraci, ouais, et d'autres initiatives qu'on a pas mal décrites ici. Mais bon, c'est pas inintéressant aussi de voir que la beauté peut créer des arcs réflexes, et puis hop, on retrouve un petit peu l'intérêt pour soi. Je pense... Lucia. Oui, je pense qu'il faut rester dans donner les codes de comment s'occuper soi-même de sa propre beauté. Ça, faut qu'on le donne, ce déclencher, code. En tout déclencher cas, l'envie de se sentir belle quand on est le matin devant son miroir. Ensuite, je pense très fortement que quand l'on touche à l'intérieur, quand vous touchez les cheveux, quand vous touchez le corps, quand vous rendez la beauté à quelqu'un, à un être humain, vous lui rendez sa dignité, son regard, parce qu'elle ne se regarde plus, et l'estime du soi arrive. Et quand vous vous sentez beau et belle, forcément, les autres vont vous sentir beau et belle. Lucia, je voulais juste... tout à l'heure, elle nous disait, Sophie Cardous nous disait que c'était cette façon de dispenser des soins esthétiques était souvent un prétexte pour déceler des choses plus profondes, plus graves, des désarrois, des situations... pour lesquels les gens ne s'expriment pas forcément. Quand vous décelez justement quelqu'un qui subit des sévices, par exemple, qui est l'objet de violences conjugales, qu'est-ce que vous faites? Nous les prenons par la main, nous les accompagnons dans des associations dont nous seuls connaissons l'adresse et nous leur disons « prenez-les sous votre aile et protégez-les ». Nous les accompagnons, nous faisons la même chose qu'elle fait, Sophie Cardous, justement, parce que à partir du moment où vous êtes confronté à cette horrible misère physique et psychologique, vous ne pouvez pas dire « je n'occupe que des cheveux et de la beauté ». Non. Vous les prenez sous votre aile et vous allez jusqu'au bout. Allez, après le flash de 15h, nous nous retrouverons avec nos experts Laurence Dorlac, journaliste beauté, et Lucia Iraci, coiffeuse et artiste, mais pas seulement, coiffeuse aussi pour les plus démunis. Et on continue à parler de la beauté solidaire. Et nous écouterons le témoignage de Raphaël, qui est détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg. Les experts Europe 1. Les experts Europe 1, 14h, 15h30. Roland Pérez.
Comment prendre soin de son corps et de sa beauté quand on n'en a pas forcément les moyens? Les experts européens se sont penchés sur le sujet. La beauté peut être accessible à toutes et à tous. Vous pouvez poser vos questions ou réagir par courriel sur europe1.fr. On continue à parler de la beauté solidaire et nous sommes là avec Stéphanie qui a rejoint Raphaël, toujours dans la maison d'arrêt de Strasbourg. Oui, Roland, donc je suis avec Raphaël. Raphaël, bonjour, vous êtes enceinte. Enceinte de combien? Je vais sur mon 3e mois. Donc vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 3 semaines. Ça a été une surprise pour vous de découvrir ce salon? Oui, tout à fait, bien sûr. Une bonne surprise. Une bonne surprise. Évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer pour apporter, contribuer à la beauté des femmes en prison? Disons que moi je trouve que c'est déjà pas mal déjà de ce que vous nous offrez, c'est-à-dire tout ce qui est soins esthétiques, la coiffure notamment. Pour moi c'était une bonne surprise, sachant que je vais bientôt avoir mon anniversaire dans quelques jours. Et puis maman qui vient pour mon premier parloir demain matin. Et pareil pour le maquillage aussi. Qu'on puisse aussi, parce que c'est un peu délicat. Des fois, on n'a pas forcément toujours beaucoup d'argent, de mandat, et on nous demande seulement de cantiner une fois qu'on est là, le maquillage. Cantiner, c'est-à-dire d'acheter à l'extérieur le maquillage dans certains lieux, comme Yves Rocher, etc. Alors que nous, des fois, on avait déjà le matériel à la maison, et on n'a pas le droit de l'importer ici. Pareil pour tout ce qui est lissage, moi j'ai un cheveu qui est très indiscipliné et mon souhait, moi j'ai déjà un lisseur à la maison, un brushing lisseur et on peut même pas le faire apporter ici en fait, on n'a pas le droit. Demain vous avez une visite de votre maman, donc là vous vous faites coiffer? Oui, franchement c'est un cadeau du ciel aujourd'hui, c'est vraiment une bonne surprise. Vous sortez quand, vous savez? Moi normalement j'étais partie sur 4 mois ferme, mais comme c'est une récidive, j'avais 6 mois de sursis qui m'ont rajouté. Donc qui est très dur à avaler, sachant que moi j'avais tout l'avenir pour mon enfant à mettre en place quand je sortais en octobre. Et là en fait il se trouve que moi je vais accoucher puis revenir avec mon bébé ici quoi. J'imagine que par exemple une séance comme ça vous aide aussi par rapport à votre grossesse, à vous sentir, oui, à vous relaxer. Ouais, ça je dois apprendre effectivement et ça me permet de prendre un petit temps pour moi. Et vous pensez que ça va vous aider ces séances? Ah oui, même pour la suite. Oui, c'est quelque chose que vous faisiez déjà en dehors? Oui, le coiffeur, je me permettais quand même, tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, j'y allais quand même. Parce que le fait que j'ai un cheveu court et que je faisais pas spécialement de couleur, je veux dire, pour 20-30 euros, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir tous les 2 mois. Donc ça, c'est quelque chose que... Après tout ce qui est soins esthétiques, je me suis offert une seule fois quand j'étais apprentie, j'avais 17 ans. Avec mon premier salaire d'apprenti, je me suis fait toute une matinée chez une esthéticienne et c'est vrai que ça, je l'ai pu... refait, ça fait 17 ans maintenant, je vais avoir 34 ans, comme dit, dans quelques jours. Et puis un petit massage du visage. Ouais, voilà. Détendre un petit peu mes muscles qui sont tendus. Je suis quelqu'un de très tendu et voilà, donc il faut que j'apprenne à me relaxer, ce qui n'est pas mon fort. Merci Raphaël. Merci. Lucia, on le découvre là à travers ce témoignage assez surprenant de cette détenue enceinte qui apprend là véritablement à se faire du bien que pour elle-même. C'est-à-dire que c'est plus le regard des autres puisqu'on est en prison par définition. Là, elle va avoir le parloir de sa maman demain, mais voilà, il y a le parloir et son anniversaire. Ouais, elle se fait un petit cadeau. Non, je crois qu'elle se fait un gros cadeau, un énorme cadeau pour sa tête, parce que son anniversaire, c'est le jour où elle est née. Et finalement, pour nous, notre anniversaire, c'est quelque chose qui nous rappelle notre enfance. En fait, ce jour-là, et se sentir belle pour elle-même, c'est très émouvant d'entendre ça. Ça veut dire, j'existe. Justement, Lucia, quand elles viennent chez vous, elles viennent alors pour un coup de peigne, pour peut-être une coupe de cheveux, peut-être pour un maquillage. Est-ce que vous les conseillez également sur leur apparence physique, sur leur look, sur leurs vêtements? Oui, nous avons un dressing, et comme chez Joséphine, tout est lumineux et souriant et plein d'humour. Nous avons des vêtements neufs que des marques nous donnent, justement, et on les habille pour l'anniversaire d'un enfant, pour un mariage, pour un entretien le lendemain, et on continue à les habiller si elles ont trouvé un emploi pendant 2 mois, le temps qu'elles puissent avoir les moyens de s'acheter elles-mêmes des vêtements. Et on leur apprend à s'habiller parce qu'on leur demande de nous apporter leurs vêtements. On leur apprend qu'avec une petite écharpe de couleur, un petit accessoire de rien du tout, leur vêtement va devenir beaucoup plus éclatant. Voilà.
Laurence Dorlac, vous, lorsque vous avez préparé ce sujet, vous avez été à l'initiative, je disais, de ce sujet avec nous pour Europe 1, vous avez rencontré, vous, ces personnes qui bénéficient de ces soins de beauté? Bien sûr, oui, j'en ai rencontré et c'est toujours très émouvant. Vous les avez rencontrées avant qu'elles bénéficient de ces soins de beauté ou après? Avant et après. Et alors? Et c'est ça qui est très remuant, quoi. C'est qu'on voit que voilà, il y a une parenthèse, certes, mais pas seulement aussi parce que ça leur permet de se poser des questions sur leur manière d'apprécier la vie, sur leur manière de regarder les choses de manière parfois peut-être un petit peu moins noire. Enfin, on va pas être trop caricatural, mais il est incroyablement fort ce pouvoir du bâton de rouge à lèvres, hein, finalement, ou du petit haut qui va transformer la vie. C'est pas une légende, hein. C'est là qu'on prend tout le sens de la non-futilité de la fonction de la beauté. Est-ce que justement, Lucia, quand elles reviennent, elles vous parlent du regard des autres, soudain, de leurs enfants, de leurs maris, de leurs amis, de leur entourage? Est-ce qu'elles vous disent que leur entourage a été surpris? Ce qui est très très joli parfois, c'est quand elles disent « Mes enfants m'ont trouvée belle. Mon mari ne m'a pas reconnue. Voilà. Et là, pour vous, vous sauriez? Non, mais attendez, mais quand vous entendez ça, est-ce que vous entendez ça souvent? Mon mari ne m'a pas reconnue, mes enfants m'ont trouvée belle. Alors que, bon, moi je suis maman, hein. J'ai toujours entendu un enfant dire « Qu'est-ce que t'es belle maman ?» gratuitement, vous vous regardez, vous dites « Ouais, pas aujourd'hui ». Mais un enfant vous trouve toujours parce qu'on est dans la dynamique de s'occuper de soi, de faire attention. Alors là, on est beaucoup sur la détresse, etc. Mais on a rappelé ici qu'au départ, cette logique de beauté solitaire, elle allait dans l'hôpital. Au départ, c'est beaucoup la cancérologie qui est à l'origine de tout ça il y a à peu près 25 ans. Alors en cancéro, ce qui est étonnant, c'est que ces malades retrouvent trivialement presque une sorte de pêche. Vous voyez, on m'a redessiné mes sourcils, que je n'ai plus, parce qu'il y a des traitements. On m'a massé les mains, on m'a remaquillé, redonné de la couleur aux lèvres, un petit peu aux joues, voilà, pour un petit peu échapper à ces cheveux que j'ai peut-être un petit peu perdus. Et là, je me vois différente dans ce miroir. Ah ouais, ça c'est vraiment très étonnant. Allez, on continue à se faire du bien aujourd'hui avec les experts Europe 1 puisque nous parlons des soins de beauté solidaires et nous serons en ligne après une courte pause avec Mario Torres Magdano qui dirige le CODES, cours d'esthétique privée à option humanitaire et sociale. Et oui, ça existe, à suivre. Les experts Europe 1. Vous sentir belle, quels que soient vos moyens, c'est possible grâce à la beauté solidaire. C'est le sujet des experts Europe 1 aujourd'hui. Nous attendons vos témoignages ou vos réactions par courriel sur europe1.fr. Prendre soin de soi, coiffure, manucure, épilation, nettoyage de peau, cela n'est pas réservé forcément aux plus nantis. Vous pouvez avoir accès aux soins de beauté dits solidaires. C'est le sujet des experts Europe 1 et nous sommes justement avec Mario Torres Magdano qui dirige le CODES, cours d'esthétique privée à option humanitaire et sociale. Bonjour Mario. Bonjour. Alors votre école d'esthétique privée existe depuis 1978, depuis plus de 30 ans. Et vous parlez d'ailleurs de socio-esthétique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, la socio-esthétique, c'est la pratique des soins professionnels par des esthéticiennes qui sont formées pour venir intervenir auprès des personnes souffrantes, que ce soit par une fragilité à l'intégrité physique, la maladie, l'accident, la vieillesse, mais aussi psychique ou la détresse sociale. C'est aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, un métier qui permet à des personnes de venir pratiquer dans les hôpitaux, dans les centres sociaux, dans le cadre toujours des équipes pluridisciplinaires. Alors, qui sont justement les enseignants ? Les enseignants au sein du CODES sont majoritairement des médecins, des professionnels du monde social, également des socio-esthéticiennes expérimentées qui travaillent dans le domaine. Les médecins, j'imagine, connaissent parfaitement l'apport de la socio-esthétique pour les bénéficiaires ? Oui, complètement. Le CODES, c'est une association en fait à l'origine qui est au sein du CHU de Tours depuis plus de 30 ans, qui a été créée par des médecins convaincus de cet apport. Et aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de professionnels du monde médical, mais aussi du monde social, sont convaincus de la nécessité de la prise en charge du corps. Ils considèrent que c'est absolument pas superficiel, mais ils considèrent aussi qu'il faut être professionnel parce que toucher des personnes fragilisées, c'est loin d'être neutre. Vous délivrez un diplôme ? Oui, on délivre un titre reconnu à la Commission nationale des certifications professionnelles. Donc c'est un titre d'État
dans le cadre de la formation professionnelle pour adultes. Alors, je deviens, je bénéficie de socio-esthéticien ou socio-esthéticienne. Comment suis-je rémunéré? Est-ce que je peux à la fois avoir une activité libérale et être rémunéré au coût normal et m'adonner à des activités à des prix évidemment plus dérisoires, ou suis-je vraiment obligé d'avoir en exclusivité cette activité de socio-esthétique? Non, aujourd'hui, en fait, alors déjà, les socio-esthéticiens ou socio-esthéticiennes sont à la base des gens qui sont des gens diplômés d'état d'esthétique. Donc certains conservent leur activité dans l'esthétique, mais la majorité... Comme Lucia dans le salon Joséphine. Certainement, voilà. Mais en fait, d'autres choisissent, et c'est la majorité des gens qui passent par le CODES, en font leur métier à temps plein. Alors quand je dis à temps plein, c'est que certains sont salariés à temps partiel ou à temps plein de structures. Comme les hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons d'arrêt. Exactement. Et à côté, cumulent ce qu'on appelle des vacations, qui est une forme de contractualisation, notamment dans le milieu social, mais également de plus en plus dans le milieu médico-social ou médical. Et ça leur permet d'intervenir de façon ponctuelle auprès des demandeurs d'emploi, auprès de publics très particuliers, et de répondre aux besoins de plus en plus nombreux de structures qui font appel à des socio-esthéticiennes. Merci beaucoup Marie-Aude Torres Magdano. Je rappelle que vous dirigez le CODES. Alors on va tout de suite retrouver Stéphanie qui est toujours en prison et qui est peut-être avec une détenue. Avec qui êtes-vous, Stéphanie ? Oui, Roland, je suis avec Amy. Donc, Amy, vous êtes venue au salon de beauté de la maison d'arrêt de Strasbourg. Alors, Amy, vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Et vous êtes ici dans la maison d'arrêt de Strasbourg depuis combien de temps ? Ça fait 14 mois. 14 mois. Et vous savez quand vous sortez ou... En fait, grâce aux remises de peine que j'ai eues, étant donné que je travaille, ma date de sortie est prévue pour le 18 août. Donc je suis super excitée là, vous pouvez vous imaginer. Donc ça a été une surprise de découvrir ce salon ici ? Oui, une surprise, surtout un bien-être, quoi. Vu qu'on n'a pas beaucoup de plaisir, ce qui est normal vu que c'est punitif d'être ici, le fait d'être un peu dorloté, chouchouté, ça fait vraiment du bien, quoi. Physiquement et moralement, quoi. Et vous êtes contente des soins qui sont prodigués ? Oui, tout à fait. Même dehors, j'allais jamais chez l'esthéticienne. C'est la première fois que j'y allais ici et c'est vraiment agréable. On se sent plus légère, on se sent femme à nouveau, avoir des bons produits sur soi, des trucs qu'on n'a pas le droit en cellule, donc c'est vraiment agréable, quoi. Comme on dit, si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Donc quand je me sens belle et femme, oui, j'ai plus confiance en moi et donc je suis plus ouverte au monde extérieur, quoi. Donc là, il y a le salon d'esthétique, il y a la coiffure. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre ? Ce que j'aurais aimé, mais c'est peut-être un peu rêvé, étant donné qu'on est incarcéré, mais manicure, le soin des ongles, des pédicures et manicures, ce serait vraiment le top, quoi. Même l'épilation, ça aurait été aussi le top. Se faire épiler les jambes, les aisselles, le maillot. Parce que ça, vous pouvez pas le faire dans vos petites chambres, si vous avez une machine à cire ou quoi, c'est interdit ? Si, on peut. Déjà les rasoirs, ça, on peut. Sinon, les bandes de cire ou la cire, on peut la cantiner en cantine extérieure. Et voilà, le faire soi-même, mais c'est toujours mieux de le faire par une professionnelle, quoi. De le faire par une professionnelle. Mais bon, faut pas oublier, on est incarcéré. C'est déjà bien d'être chouchouté par une esthéticienne et un coiffeur. Merci beaucoup, Amy, de votre témoignage. On vous retrouve tout à l'heure, Stéphanie, avec peut-être un autre témoignage et une autre détenue. Laurence Dorlac, ça peut peut-être heurter un peu ceux qui nous écoutent là, de se dire qu'on chouchoute peut-être des détenus. Exactement, moi j'ai eu l'occasion de visiter cette maison d'arrêt des femmes à Elzo et effectivement les réactions qui s'en suivent sont toujours assez vives. Bon sang, elles sont incarcérées, qu'ont-elles besoin de soins de beauté, etc. Moi, ce que je trouve d'important à dire, c'est que ça pose une autre question qui fera office sûrement d'autres débats, n'est-ce pas, Roland Pérez, avocat ? C'est que veut-on pour nos prisons ? Que veut-on faire de ces gens qui doivent, parce qu'ils ont fait être incarcérés, que veut-on faire à l'intérieur de ces murs ? Est-ce qu'il faut être toujours dans une logique punitive ou est-ce qu'il ne faut pas proposer des choses intelligentes, intéressantes qui pourraient les aider un petit peu à se retrouver et à les guider, les remettre sur une autre voie ? Et franchement, quand on sort de cet institut, n'est-ce pas, Lucia,
C'est la question qu'on se pose. Oui, enfin, moi je vais vous dire, bien sûr qu'il Lucia faut... Irachi. Pardon. Ouais. La punition doit exister, on a commis un délit, on est puni. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que on est obligé de mal les traiter, de les oublier et de leur faire ressentir encore plus la rage pour recommencer encore? Parce que là, c'est la double peine, en fait. Mais complètement. Je veux dire, pourquoi regardez, on punit un enfant qui a fait une bêtise. D'un côté, on le punit. D'un autre côté, on lui donne une sucrerie ou un câlin. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de ces endroits des endroits où on donne l'exemple? Voilà ce que vous pouvez faire. Allez, on se retrouve avec un appel téléphonique, celui d'Émilie, qui a une question, d'ailleurs, pour vous, mesdames les experts. Les experts Europe 1. Comment prendre soin de son corps et de sa beauté quand on n'en a pas forcément les moyens? Les experts Europe 1 vous disent tout. La beauté peut être accessible à toutes et à tous. Vous pouvez poser vos questions ou réagir par courriel sur europe1.fr. Nous parlons depuis plus d'une heure sur Europe 1 avec les experts de beauté solidaire et nous sommes en ligne avec Émilie. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Vous aviez une question justement à nos deux experts, peut-être plus à Lucia qui vous écoute. Allez-y. Oui, c'était peut-être plus à Lucia. Je me demandais en fait comment vous arriviez à trouver les lieux pour installer les salons. Je me disais que c'était peut-être pas facile, notamment avec le secteur de l'immobilier qui n'est pas forcément hyper accessible. Et pour trouver un lieu, déjà, ça ne doit pas être simple. Et je me demandais si les collectivités locales aidaient, par exemple en se portant caution pour les bailleurs ou ce genre de choses. Ou en vous donnant un local peut-être, oui, parce que c'est vrai, un bailleur, quand il voit arriver un salon de beauté solidaire, il se dit que son loyer ne sera pas forcément payé. C'est-à-dire que quand ils montent devant, je les lâche plus. Mais vous les coiffez, vous les massez? Non, rien. Je pousse les cris. Je mords. Non, en fait, il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté qu'on le croit. Et c'est vrai que, par exemple, le prochain à Tours, le prochain salon le conseil général nous aide, nous paye la moitié du loyer. C'est pas énorme, mais c'est quand même la moitié du loyer pendant combien de temps? L'année, on verra plus tard. Après, j'irai encore leur faire des grands sourires. Mais je pense que non, c'est des gens qui suivent. Ici à Paris, c'est un don qui nous est donné par une entreprise l'année, et chaque année, on doit encore demander. Non, ça n'est pas donné. Les bailleurs sociaux, ce sont des gens qui font payer des loyers. Et ils ne sont pas donnés, croyez-moi. Alors, elle est intéressante, les questions d'Émilie, parce qu'elle s'interroge justement sur comment faites-vous au quotidien pour faire vivre ce salon? Parce que, bon, on vous donne des produits, vous le disiez tout à l'heure, L'Oréal notamment, vous gratifiez d'un certain nombre de produits, mais il y a l'électricité, il y a l'eau, voilà, donc ça, faut il y a le chercher, loyer, il y a le nettoyage, l'entretien. Comment faites-vous? C'est un combat chaque mois? Un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour, et nous le menons, et je le mène pas toute seule, nous le menons, et il faut aller jusqu'au bout. Et je vous disais tout à l'heure, c'est quelques nuits blanches, etc., mais j'y crois, il faut aller jusqu'au bout. Alors maintenant, moi, je sais pas, je voudrais quand même dire quelque chose, parce que tous ces gouvernements qui sont là, la solidarité, oui, j'en profite, Lucia, parce que je commence à en avoir ras-le-bol, hein. Personne se bouge, personne ne bouge. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut être solidaire aussi dans les ministères. Alors, qui cherche, qui fasse quelque chose et qui se penche sur cette histoire de solidarité et qui vienne avec nous. Justement, Laurence, vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, il n'y a pas de coordination finalement entre toutes ces initiatives. Moi, c'est ce qui m'étonne beaucoup en avançant justement dans les sujets, dans les reportages, en rencontrant de plus en plus d'initiatives de beauté solidaire, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, ces esthéticiennes qui un matin se réveillent et se disent, moi aussi, j'ai monté mon salon. Hein. On a vu qu'à Tours, il y a une dynamique, et à un petit village Saint-Vie, il y a une dynamique. Et de qui relève-t-elle? De quel ministère? Êtes-vous seulement capable de me dire de qui? Santé, emploi, solidarité, mixité, famille? De personnes. Et voilà, officiellement, il n'y a personne. Alors en même temps, je ne sais pas si une coordination pourrait peut-être tuer l'initiative et créer trop de règles et trop de cadres, etc., comme malheureusement on crée trop souvent dans notre pays. Mais peut-être ça pourrait aider à fluidifier et puis à surtout mélanger les initiatives. Parce que quand vous parlez entre vous, professionnels, entre guillemets, de la solidarité, vous échangez et vous donnez des trucs, en fait. Absolument. Bon, il faut quand même savoir que les associations ont quand même des subventions de l'État. Hein. Oui. Mon association n'en a pas, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très long. Et moi, la solidarité, la précarité, ça n'attend pas. Oui. Ensuite, quand vous êtes soutenu par l'État, vous devez recevoir les gens de votre quartier. Je suis désolée,
message de Vous ne faites pas de différence entre vos clients, en tout cas ceux qui viennent. Lucia, il vous arrive des fois d'aller chercher de l'argent de votre propre salon dans le 6e arrondissement pour payer le salon Je ne vous dirai pas. 3 petits points. 3 petits points. Bon. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Émilie pour votre question parce qu'elle était effectivement très intéressante pour savoir comment vivent au quotidien ces salons. Merci beaucoup pour votre appel et continuez à nous écouter sur Europe 1. Pour conclure cette émission, Lucia, qu'avez-vous envie de dire à la fois à tous ceux qui exercent les métiers de la beauté et à ceux qui sont en situation d'exclusion et qui pensent que, précisément, comme on le disait au début de cette émission, que les soins de beauté, c'est superflu? Je dis merde. Venez avec nous, venez travailler dans les associations, venez nous aider, soyez solidaires, soyez généreux. Et tous ensemble, on arrivera à ce qu'un monde soit meilleur. Laurence, vous aviez juste envie d'ajouter un mot. Happy birthday, joyeux anniversaire, à une association qui a 25 ans, qui s'appelle Cosmetic Executive Women. C'est une association, il y en a 3 en fait. Il y a États-Unis, Royaume-Uni et France. C'est une femme qui en 86 a lancé cette initiative de soins, d'abord dans des hôpitaux. Alors, il y a eu au départ aussi des ateliers olfactifs, vous voyez, les senteurs pour réveiller des gens qui avaient des AVC, vous savez, le petit pet au cerveau. Et puis petit à petit, c'est devenu 24 des centres de beauté gratuits. Sachez-le, ça existe. Donc sur Internet, ce.asso.fr. Voilà, joyeux anniversaire, Cosmetic Executive Women, ça veut dire. Et alors, eux aussi, ils prodiguent des soins de beauté formidables. Et de plus en plus, on espère qu'ils vont pouvoir monter à 150 lieux dans chaque hôpital. Pourquoi pas? On le souhaite. En tout cas, j'espère que cette émission y a contribué. Merci beaucoup, Laurence. Mais merci à vous. Bravo d'avoir accepté. Non, mais je rappelle que vous êtes à l'initiative de cette jolie émission sur la beauté solidaire. Merci beaucoup à vous, Lucia Iraci. Je rappelle que vous êtes à l'heureuse initiative de ces salons Joséphine pour la beauté des femmes. Je rappelle que votre salon est dans le 18e arrondissement, qu'il y en aura bientôt un à Tours. Rappelez juste l'adresse du 18e arrondissement. 28 rue de la Charbonnière. On prend un rendez-vous? On passe, on voit l'assistante sociale et à ce moment-là, elle vous donne un rendez-vous. Il y a une assistante sociale dans votre salon? Ah oui, bien sûr, ça marche que comme ça, bien sûr. D'accord. C'est très sérieux. C'est très sérieux, mais j'en suis certain. Merci encore à toutes les deux. Demain, on se retrouve avec de nouveaux experts pour parler récolte et conservation des légumes du potager. Et oui, il est indispensable de commencer à préparer ces conserves pour l'automne et l'hiver. À demain et merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition des Experts Europe 1. Merci Olivia. Merci Roland. Et tout de suite, Laurent Ruquier.